أعزائي مشاهدي قناة الكرازة، أسعدتم صباحا. هذا البرنامج موجه باللغة الفرنسية إلى مشاهدينا في كندا وفي دول الفرنكوفون، وهو خدمة متميزة تقدمها هذه القناة لمشاهديها الذين لا يتقنون العربية ويفضلون سماع الأخبار أو تحليلها باللغة الفرنسية. Mes chers spectateurs du canal de El Keraza, bonjour. Ce programme est émis en français pour nos spectateurs au Canada et aux pays francophones comme un service spécialisé pour ceux qui ne sont pas capables de comprendre ou d'assimiler l'arabe. Nos nouvelles d'aujourd'hui contiennent quelques actualités très importantes. Au début, nous voulons participer, nos frères et nos relatives en Égypte, leur joie pour l'inauguration du canal de Suez. Ce projet était une course contre le temps. Creuser un nouveau canal de Suez dans un an, c'était l'impossible. Et l'impossible a été réalisé. C'est en fait que l'Égypte va inaugurer le jeudi prochain, le 6 août, le nouveau canal qui représente exactement la volonté, le pouvoir et l'effort des Égyptiens qui ont prouvé à travers les siècles qu'ils peuvent le faire à partir de la construction des pyramides, du Sphinx, des hauts barrages, des temples, de l'ancien canal de Suez et enfin ce nouveau canal. Cet ouvrage est censé de réduire le trajet de 11 heures à 3 heures seulement pour la distance de 76 km. D'autre part, le revenu annuel du canal de Suez va augmenter de 4 milliards de dollars à 10 milliards et demi vers l'an 2023. On vous présente maintenant le vidéo du canal de Suez qui vous explique exactement qu'est-ce qui se passe. De Suez. L'Égypte veut ouvrir en 2015 la première tranche d'une nouvelle voie maritime longeant l'actuelle. Objectif, permettre un trafic à double sens. L'ouvrage est censé réduire de 11 heures à seulement 3 heures la traversée des 72 km qui séparent Suez sur la mer Rouge et Port Saïd sur la Méditerranée. Supervisé par l'armée égyptienne, c'est le projet phare du président Al-Sisi pour stimuler l'économie égyptienne ainsi que sa popularité. Grâce à ce projet économique, le président Sisi nous rend heureux. Il nous a redonné le sourire. Ce projet va développer l'économie égyptienne. Le canal de Suez rapporte annuellement près de 4 milliards d'euros à l'Égypte. La nouvelle voie devrait augmenter les revenus à 10 milliards et demi en 2023. Vieux de 145 ans, le canal de Suez a été nationalisé par Nasser en 1956 en dépit des actionnaires français et britanniques. En 1975, il rouvre après 8 ans de fermeture suite à la guerre des 6 jours. Les pétroliers s'adaptent en renforçant la création de supertankers. L'élargissement complet doit être fini dans 5 ans, coût estimé 3 milliards d'euros. Pour le financer, l'État a émis des bons dont l'intérêt s'élève jusqu'à 12%. Seuls les Égyptiens peuvent les acheter avec l'espoir de faire un bon investissement et d'aider leur pays. Mais c'est surtout la création d'une plateforme logistique autour du canal qui peut s'avérer profitable.
Des dizaines de kilomètres de cette terre seront recouverts d'eau pour former un nouveau canal de navigation. Ce projet apporte de l'espoir aux Égyptiens qui attendent un retour financier pour leur économie endommagée par les troubles politiques et sécuritaires. Ce canal de Suez, qui représente la joie et l'espoir des Égyptiens dans un avenir plein de prospérité, de profit et d'intérêt, a été toujours dans l'intention des Égyptiens. En premier lieu, je veux vous présenter le plan sur lequel le canal de Suez a été creusé. Je vous montre la carte maintenant. Carte, الخريطة. Ce plan-là vous montre exactement le trajet de l'ancien canal de Suez et le trajet du nouveau canal, comment il a été creusé et pour quel but. Si vous remarquez, l'ancien canal avec le couleur bleue, c'était l'ancien trajet. On avait deux troupes de bateaux, le premier qui commence à partir du nord, et doit traverser le canal jusqu'au sud, tandis que la troupe du sud attend au sommet du golfe de Suez, jusqu'à ce que la troupe du nord finisse, et ensuite, cette troupe-là traverse pour le nord. Maintenant, si on remarque le nouveau canal de Suez avec la couleur violet, c'est celle qui a déjà réduit le temps du trajet de 11 heures jusqu'à 3 heures. Maintenant, les deux troupes peuvent parcourir le trajet simultanément et sans arrêt. N'est-ce pas, c'est pas seulement le raccourcissement du temps du trajet, mais aussi les projets qui vont être créés à côté du nouveau canal. Beaucoup de projets vont être établis et on espère avoir beaucoup de profit pour l'Égypte et pour le peuple égyptien qui a souffert longtemps dans l'attente d'un projet similaire. Ce projet-là, ce canal-là, n'était pas le nouveau-né de ce temps-là, mais c'était toujours dans l'intention des Égyptiens depuis longtemps. 3500 ans auparavant, l'ingénieur Sisostris a pensé à faire un canal qui connecte le Nil avec la mer Rouge. Et c'est en fait qu'ils ont creusé ce canal à partir du nord du Caire, où se trouve Zagazig maintenant, et partant à travers le désert vers les lacs d'Amer. Et ensuite, ces lacs d'Amer-là ont été aussi connectés avec la mer Rouge, avec un autre petit canal. Ce canal-là a été utilisé par les différents pharaons qui ont conquis l'Afrique, spécialement la reine Hatshepsut, qui est arrivée avec ses bateaux jusqu'à la Somalie actuelle pour importer les éléments nécessaires pour la production en Égypte. Voilà ce que pensaient les Égyptiens depuis longtemps et avant même
la possession de la technologie et des différentes possibilités qui sont présentes aujourd'hui. Moi, j'espère que ce canal qui a été creusé et qui va commencer réellement le 6 août va importer beaucoup de bénéfices, de profits pour l'Égypte. En ce sens, les nouvelles en Égypte ont annoncé qu'il y avait des djihadistes qui se rapportent à Ansar Beit el-Maqdis, étaient en train de préparer des explosions pour détruire et attaquer les cérémonies et le festival de l'inauguration du canal de Suez. L'armée égyptienne a annoncé la mort d'un des plus dangereux éléments de Ansar Beit el-Maqdis dans une attaque exécutée à Sheikh Zouaïd. Cet élément-là, qui s'appelle Selim Salem el-Haram, était en réunion avec 5 autres éléments de djihadistes. Celui-ci a été exécuté, tandis que les 4 autres ont été arrêtés. D'autre part, 2 djihadistes soupçonnés d'avoir participé à l'attentat début juillet contre le consulat d'Italie au Caire ont été tués aujourd'hui dans un raid de la police contre un appartement de la capitale égyptienne. Ils ont indiqué des responsables de la sécurité. Les 2 hommes appartenaient au groupe Ajnad Masr, soldats de l'Égypte. Ils ont ouvert le feu quand la police a voulu les arrêter et ont été tués dans l'échange de feu qui a suivi, ont précisé les sources sécuritaires. Les 2 djihadistes appartiennent à Ajnad Masr. L'enquête révèle qu'ils auraient pu être impliqués dans l'explosion du consulat italien, a indiqué un responsable de la sécurité. Les 2 hommes étaient également poursuivis pour leur rôle dans l'assassinat des policiers. Toujours au Caire, le secrétaire d'État John Kerry est arrivé au Caire pour des débats avec le ministère des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, pour assurer la sécurité des pays arabes et spécialement les pays du Golfe après l'accord du nucléaire iranien. Kerry va aussi visiter le Qatar pour rencontrer les responsables des États membres du Conseil de coopération du Golfe et tenter d'apaiser leurs craintes suscitées pour cet accord. Le chef de la diplomatie américaine va considérer dimanche avec son homologue égyptien Sameh Choukri le dialogue stratégique entre les 2 alliés aux relations tumultueuses. Ce dialogue est le premier depuis 2009. Washington a élevé fin mars le gel de son assistance militaire de 1,3 milliard de dollars spécialisé pour le Caire et a confirmé la livraison de cette fin de semaine au Caire de 8 avions F-16 sur les 12 chasseurs annoncés en mars par la présence du président Barack Obama. Cet accord s'inscrit dans le cadre de la lutte que mène l'Égypte contre les groupes djihadistes et terroristes dans le Sinaï. Toujours, il y a du conflit entre l'Égypte et l'Amérique en ce qui concerne l'identification des groupes de terrorisme. En tant que l'opinion du Caire considère que les musulmans de la fraternité sont des terroristes, l'Amérique refuse totalement ce principe et n'accepte pas de les appeler comme des terroristes. En tant que le secrétaire de l'État des États-Unis a considéré les explosions exécutées par ce parti sont des effets ou des activités terroristes. On ne comprend pas exactement comment ceci peut passer pour les États-Unis en considérant ces actes-là comme
des actes de terrorisme et ne pas considérer le parti des musulmans de la fraternité comme un parti de terrorisme. John Kerry aussi va partir pour le Qatar et il sera pendant ces jours-là en réunion avec les chefs des États du Golfe. En passant par le gaz ou le pétrole, la Californie est un des États des États de l'Amérique qui souffre à cause des prix du pétrole. Les chauffeurs qui mènent leur voiture ont toujours en tas de complaintes parce que le prix du gaz s'élève à 4 $ ou 5 $ pour le gallon, tandis que les autres États comme l'Arizona ou bien le New York, le prix ou bien Wisconsin, le prix du gallon ne dépasse pas les 3 $. En même temps, aujourd'hui, à New York, le pétrole s'abaisse de 4%. Les cours du pétrole ont terminé en baisse de plus de 4% le lundi, tombant à un creux de 6 mois, sous le coup d'indicateurs macroéconomiques jugés mitigés aussi bien en Chine qu'aux États-Unis, les deux premiers consommateurs mondiaux d'or noir. Le contrat septembre sur le brut léger américain, West Texas Intermediate, a perdu 1,85 $, soit 4,14%, à 45,17, tandis que depuis quelques jours, il était 47 $ pour le baril. Au moment de la clôture de NYMEX, le Brent cédait 2,72 $, à moins de 5,21%, à 49,49 $. Il était depuis quelques jours aussi 57 $ ou 58 $. La persistance d'un déséquilibre entre une offre abondante et une demande atone, ainsi qu'un effondrement des marchés actions chinois, pèsent depuis des semaines sur les cours de l'or noir. En juillet, le WTI a accusé sa baisse mensuelle la plus marquée depuis la crise financière de 2007-2009. L'activité du secteur manufacturier chinois a subi en juillet une contraction plus marquée qu'estimée initialement, la plus forte depuis 2 ans, sur fond de baisse des commandes, ont montré le résultat définitif de l'enquête mensuelle à marqué au prix des directeurs d'achat. En passant de New York vers le Canada, le drôle des actualités. Au Canada, des centaines de femmes ont manifesté topless pour le droit des femmes d'aller seins nus. On ne comprend pas exactement comment ceci a été expliqué, mais dans la même connexion, dans la même voie, l'application de la loi de mariage des similaires a été adoptée dans 2 ou 3 États aux États-Unis, et ceci nous conduit toujours vers une question. Où va-t-on? Loin du Dieu, de notre bon Dieu, et creusant très fond vers la décadence. L'actualité, la nouvelle a été annoncée le 3 août. Plusieurs centaines de personnalités, de personnes en fait, ont manifesté ce week-end dans l'Ontario en soutien à 3 sœurs qui avaient été priées de se rhabiller par un agent de police alors qu'elles faisaient du vélo seins nus. Des manifestantes ont choisi de défiler sur le haut, chose parfaitement légale dans cette partie du pays. Relax, ce sont des seins, pas des bombes. Tel était l'un des slogans que l'on pouvait
lire samedi le 1er août dans un cortège de près de 300 manifestants réunis à Waterloo, dans la province canadienne de l'Ontario, pour défendre le droit des femmes d'être seins nus dans l'espace public. La pratique y est tout fait légal depuis 1996, année où la militante Gwen Jacob, présente à la manifestation, et a été acquittée après avoir été arrêtée puis jugée pour avoir circulé topless. La Cour d'appel de l'Ontario avait alors estimé qu'il ne s'agissait pas d'un acte sexuel ou incident en soi. Il n'y a rien eu de dégradant ou de déshumanisant dans le comportement de l'accusé. Aucune personne offensée n'a été contrainte de continuer à la regarder, selon l'arrêt rendu par la juridiction. Voilà ce qui se passe au Canada avec les manifestations des femmes. Et qu'est-ce qu'on attend de plus? C'est l'avenir qui va répondre. Passons à la Californie, qui souffre toujours des flammes, des feux. Depuis le jeudi passé, la Californie est en proie de tonnerres et d'incendies. 9600 pompiers luttent depuis plusieurs jours contre une vingtaine d'incendies à travers la Californie, le nord en fait, près de Sacramento, frappé par la pire sécheresse de son histoire. La région a déjà vu partir en flammes près de 22 000 hectares de forêt. Ces feux ont été entraînés à la mort d'un pompier et à l'évacuation des milliers de personnes. 36 maisons ont été détruites, des routes ont été totalement clôturées et des centaines d'habitants ont été émigrés par précaution. Voyons la vidéo. الفيديو بتاع الحرائق كاليفورنيا. حرائق كاليفورنيا. Ce qui nous montre quelque chose, c'est que pas une année, ces feux-là, ces flammes, n'ont cessé d'attaquer la Californie. Les pompiers de Californie sont aux prises depuis 5 jours maintenant, en lutte avec ces flammes. Voyons la vidéo. Rocky Fire, le foyer dont la progression a été la plus forte, était contenu à 12% lundi matin par les pompiers, ont annoncé les autorités. La garde nationale a également été mobilisée après que le gouverneur de Californie, Jerry Brown, a décrété l'état d'urgence jeudi dernier. Rocky Fire mobilise à lui seul environ 2700 pompiers, ce qui équivaut à un tiers de l'effectif total de l'ET. Si nous voyons les images devant nous, les flammes là ont déjà clôturé et ont fermé un grand espace, un vaste espace. Des centaines d'habitants ont été émigrés par précaution, comme on avait dit, parce que le feu s'étendait et s'étendait et s'étendait. Et maintenant, nous passons à un sujet très important pour les Américains, c'est l'élection de 2016. Avec 10 candidats jusqu'à maintenant qui se sont présentés pour les élections, on verra comment ces candidats se présentent au public et comment ils discutent leurs idées, leurs principes, leurs projets.
Parmi les favoris pour succéder à Barack Obama à la Maison-Blanche, en premier lieu, c'est M. Donald Trump, et ensuite Hillary Clinton, et Rand Paul, Ted Cruz, Marco Rubio et Jeb Bush chez les Républicains. D'après le New York Times, le vice-président américain, M. Joe Biden, envisagerait de se présenter aux primaires démocrates, ce qui préfigure un match avec celle qui était jusqu'à présent favorite, Hillary Clinton. M. Joe Biden a décidé finalement de se présenter comme un candidat pour l'élection de la présidence des États-Unis, en même temps que M. Jeb Bush, le fils de M. George Bush, promet la régularisation des émigrés clandestins. Lors d'une interview pour un média hispanophone, Jeb Bush s'est déclaré en faveur d'une régularisation partielle des émigrés clandestins mexicains. Le candidat républicain à la primaire prend ainsi le contre-pied de son parti sur cette question. Jeb Bush défend la régularisation des émigrés, tandis que M. Donald Trump est contre l'idée de l'immigration illégalisée. Les déclarations polémiques de l'homme d'affaires Donald Trump ont dopé sa position dans la course aux primaires républicaines. Celui-ci défend totalement l'immigration légale, mais aussi il est contre l'immigration illégale. A estimé ce week-end que l'ancien candidat républicain à l'élection présidentielle, John McCain, n'était pas un héros de guerre, alors que ce dernier a été blessé et capturé pendant la guerre de Vietnam, des propos qui ont provoqué la colère des Américains. Le milliardaire candidat Donald Trump à la primaire républicaine voit sa cote monter dans un sondage Washington Post ABC ce mercredi. Après ses propos polémiques sur les Mexicains, Donald Trump talonne le favori Jeb Bush. L'équipe de campagne de Donald Trump a tweeté mardi une photo le représentant avec des soldats pour illustrer sa volonté de remettre les États-Unis en marche. Problème, les soldats représentés portent l'uniforme de la Waffen-SS. Avec Hillary Clinton, qui était exposée à des centaines de complaintes concernant son rôle à Benghazi. 443 Américains ont remis leur très officielle déclaration de candidature à la Commission électorale fédérale pour l'élection présidentielle américaine de novembre pour Hillary Clinton. Une poignée seulement à ses chances, évidemment. Pas moins de 15 républicains se sont portés candidats à l'investiture pour la course à la Maison-Blanche. Alex Meyer, spécialiste de la politique américaine, analyse ce phénomène. Après Marco Rubio, Rand Paul et Ted Cruz, Jeb Bush et Chris Christie ont annoncé leur candidature à la présidentielle américaine 2016. Ils sont une quinzaine de candidats républicains dans les starting blocks. Donald Trump, Carly Fiorina ou encore Scott Walker. Qui sont-ils? Hillary Clinton est la mieux placée pour succéder à Barack Obama. Mais outre Bernie Sanders, qui a confirmé sa candidature ce mardi, d'autres figures pourraient tenter leur chance, Martin O'Malley, Joe Biden et Jim Webb. Ulcérés par les propos méprisants envers les Mexicains, les organisateurs du concours Miss Mexico ont renoncé à participer au concours Miss Universe dont est copropriétaire Donald Trump. Plusieurs télévisions
Et les magasins Macy's ont également rompu leur relation avec le mania des médias. Si nous remarquons les commentaires sur les nouvelles se rapportant à ces candidats, Donald Trump, déjà président de déclarations racistes et complotistes. Le mania de l'immobilier est en lice pour la présidentielle américaine. Il s'est illustré jusqu'ici par ses aphorismes sur les Chinois, les Mexicains, les vaccins, le climat et l'argent. Jeb Bush, le rassembleur, le réformateur, équilibriste, mais surtout pas Bush. Jeb Bush a annoncé lundi soir sa candidature à la primaire républicaine pour la présidentielle de 2016. Entre son héritage familial, les dissensions de son parti et la perspective d'un duel Bush-Clinton, les défis sont nombreux. En attendant toujours les résultats pour le Parti républicain ou démocrate, ces candidats vont se présenter dans un programme de débat le 6 août. Je vous souhaite toujours une bonne journée, mesdames, messieurs, et dans l'attente de vous voir dans la prochaine bulletin d'information. Merci et au revoir.